Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors nous sommes au deuxième épisode de la saison 7 du podcast. Dans cette saison, j'ai souhaité avoir un regard prospectif sur l'entreprise de demain. Intelligence artificielle, soft skills, parcours collaborateur, mode de travail, management, leadership forcément. Nous allons balayer les différents sujets avec des professionnels DRH, des dirigeants et des auteurs. Et j'ai la chance pour cette saison d'avoir un partenaire de choix. 3, 6, 5 talents. Un partenaire visionnaire dont la spécialité est le monde des compétences. Plus qu'un outil, ils offrent un mix unique de technologies de pointe, de conseils stratégiques et de gestion de projets RH pour redéfinir la façon dont vous identifiez, entretenez et exploitez les talents au sein de votre entreprise. En partenariat avec leurs clients, ils construisent des organisations basées sur les compétences et créent un monde du travail plus transparent, plus inclusif, plus tourné vers l'avenir, où chaque individu a le pouvoir de façonner son parcours professionnel. Et donc pour ce deuxième épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Sonia Foss, qui est DGRH adjointe du groupe Ségula Technologies. Sonia nous invite à nous projeter dans le monde de l'ingénierie. Comment Sonia voit-elle l'impact de l'intelligence artificielle sur les compétences requises dans les 5 prochaines années dans le domaine de l'ingénierie ? En quoi l'IA peut être un outil pour faciliter l'identification et le développement des compétences des collaborateurs tout en préservant l'importance du savoir-faire ? Quelles actions Sonia et ses équipes mettent-elles en place pour permettre aux collaborateurs de valoriser leurs compétences et atteindre leurs objectifs ainsi que ceux de l'entreprise ? Nous échangeons également sur le sujet de l'impact, autre préoccupation majeure des candidats et des collaborateurs aujourd'hui. Je vous promets 40 minutes bien investies et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sonia. Bonjour Delphine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce Merci. que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de me recevoir. Je me présente, je m'appelle donc Sonia Foss, j'ai 34 ans. Je suis ingénieure de formation spécialisée dans l'énergie et les matériaux. J'ai fait une école d'ingénieur et un master de recherche parce que les sciences pour moi, et ça a toujours été très important. J'ai toujours voulu me projeter vers des métiers très techniques et des métiers... aller dans l'espace, pourquoi pas devenir astronaute. J'ai choisi une carrière d'abord d'ingénieur. J'ai commencé dans le secteur de l'énergie. J'ai travaillé dans le nucléaire en tant qu'ingénieur conception, donc j'ai fait mon métier pendant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai voulu changer de métier en gardant cette dimension technique, mais en découvrant autre chose de l'entreprise. À ce moment-là, j'ai basculé dans des métiers plutôt liés à la supply chain, à la production, en France. Et puis comme j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours adoré les langues étrangères, les cultures différentes, j'ai eu l'opportunité de m'expatrier aux États-Unis. Et là, j'ai pu continuer à travailler sur des sujets de production, des sujets de supply chain. Je suis revenue en France parce que j'aime beaucoup mon pays aussi. Et en 2018, j'ai rejoint la direction de la stratégie. C'était pour moi encore un nouveau métier, différent, toujours dans le nucléaire, toujours dans la même entreprise, chez Areva. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé de quitter cette entreprise pour un nouveau challenge. Et en 2019, en janvier, j'ai décidé de rejoindre Ségula Technologies, qui est un groupe mondial d'ingénierie, à l'époque de 12 000 collaborateurs et aujourd'hui de 15 000. Toujours dans une optique de changer de métier, de changer de secteur, mais avec une empreinte technique, une empreinte ingénieur, ce qui comptait beaucoup pour moi. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu occuper un poste de directeur de cabinet pour le président de l'entreprise. J'ai vu beaucoup de choses, opérationnelles, stratégiques, techniques.
Et puis j'ai découvert, encore une fois, un nouveau monde, ce qui était complètement inattendu pour moi. J'ai découvert le monde des ressources humaines, à l'âge de 30 ans à peu près, 2 ans après être entrée chez Ségula. Parce que le cœur de métier de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est de gérer les personnes, leurs compétences. Et j'ai été intéressée par ce nouveau métier que je ne connaissais pas et qui, pour moi, en fait, était vraiment un métier d'avenir. Beaucoup plus que la technique pure, c'est comment on gère justement toutes les compétences et toutes ces personnes qui vont contribuer à changer le monde, à transformer le monde. Donc j'ai décidé de m'engager dans ce nouveau métier. J'ai rejoint la direction générale des ressources humaines de Ségula en tant qu'adjointe sur des sujets de développement divers et variés, de recrutement, d'attractivité, de gestion des compétences. Et je dois dire que depuis, j'adore ce métier, j'adore ce nouvel environnement parce que c'est à la fois de la technique, c'est à la fois un état d'esprit très humain, on reste à gérer des ressources humaines, mais c'est aussi pour moi un métier en pleine transformation, beaucoup plus que tous les autres métiers. C'est en amont des transformations d'intelligence artificielle, c'est en amont des transformations d'organisation. C'est vraiment là que finalement on peut dessiner une organisation et faire en sorte qu'une entreprise soit pérenne, que des collaborateurs se sentent bien, épanouis, et puis que à l'échelle d'un pays, je dirais à l'échelle d'une industrie, on puisse la développer. Alors justement, comme dans cette saison du podcast, on est assez prospectif par rapport à votre regard justement à la fois à votre métier maintenant qui est dans les ressources humaines, mais avec votre profil d'ingénieur, et comme vous disiez, et plus particulièrement sur les compétences, comment vous voyez l'entreprise, alors Ségula, mais d'autres entreprises, comment vous voyez les compétences, l'évolution, on parle beaucoup aussi de l'évolution des compétences avec l'intelligence artificielle, comment vous voyez évoluer tout ça, vous, si on se mettait dans 5 ans? Vous imaginez travailler dans quel environnement, comment? Et après, on reviendra un petit peu au rôle ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour pouvoir arriver là, en fait. Alors moi, j'imagine effectivement dans 5 ans un énorme changement. À la fois dans la façon de travailler. J'imagine que nos ingénieurs, que nos collègues dans les fonctions support, dans les fonctions techniques, ils vont travailler déjà d'une façon beaucoup plus internationale qu'aujourd'hui. Encore plus parce qu'on est déjà international aujourd'hui. Encore plus parce qu'aujourd'hui on est déjà international, mais l'intelligence artificielle aussi fait qu'on a accès à des tonnes d'informations. Le Covid a aidé aussi là-dessus à s'internationaliser. Mais je dirais, de plus en plus, on a besoin d'expertise pointue, on a besoin de travailler de façon collaborative en équipe. Et je le vois aujourd'hui chez Ségula, mais c'est vrai aussi dans d'autres entreprises, où finalement une compétence, on va la prendre là où elle est. Et la prendre là où elle est, ça veut dire que peut-être pour un projet en France, je vais aller chercher une compétence en Inde, ou je vais aller chercher une compétence au Mexique ou au Canada. Cette façon de travailler, elle s'accentue de plus en plus parce qu'on a besoin de travailler de façon collaborative, en réseau, avec des personnes qui sont un peu partout dans le monde. Alors déjà, ce premier point, pour moi, il implique 2 choses. Il implique que les personnes connaissent leurs compétences, savent les valoriser et développent leurs compétences. Oui. Parce que ça veut dire qu'il faut être expert de quelque chose, et pas de tout et de rien. Et la deuxième chose que j'entends dans ce que vous dites, c'est que ça veut dire qu'il faut que les organisations s'horizontalisent beaucoup. Oui. Alors, je prends dans l'autre ordre, effectivement. Donc, l'organisation, il faut qu'elle se décentralise parce qu'il faut qu'elle soit au plus proche du terrain. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est un énorme challenge pour les grands groupes. De plus en plus, tout de même, je rencontre des grands groupes qui se décentralisent. Des groupes de plusieurs centaines de milliers de collaborateurs dans le monde qui ont une organisation très décentralisée, où finalement le rôle du siège, du corporate, il est très lean. Et là où ça se passe, là où on va déployer des efforts, des ressources, c'est sur le terrain, avec des fonctions RH, avec des fonctions managériales supplémentaires. Donc on va vers cette décentralisation. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, comme vous le disiez, on a besoin de connaître les populations, leurs compétences sur le terrain. Et ça demande que les gens connaissent leurs compétences, oui, et ça c'est un effort d'éducation à faire, de pédagogie. C'est très culturel aussi, vous avez des cultures où les gens sont très à l'aise à parler de leurs compétences, les cultures anglo-saxonnes, les gens ont l'habitude de se déclarer, s'auto-déclarer sur des compétences qu'ils ont ou qu'ils souhaitent développer. Il y a d'autres cultures, c'est vrai en France par exemple, où on a beaucoup de mal à identifier ses compétences, à se repérer. Donc nous, on a développé en interne, il y a quelques années, avec l'intelligence artificielle, un outil pour que les collaborateurs se déclarent sur un référentiel de compétences.
je pense qu'il faut, si on veut aller dans 5 ans justement vers cette prospection où les salariés vont travailler entre eux, en réseau, en équipe, parce qu'on sait qui sait faire quoi, il faut aider justement chaque collaborateur à se situer. Aujourd'hui, il faut lui donner les outils, il faut l'accompagner, puis il faut rendre ça ludique, il faut rendre ça simple. Oui, effectivement, et accessible. Et je parlais aussi d'horizontalisation de l'organisation. Vous parliez des collaborateurs qui travaillent entre eux, ça veut dire qu'on fait évoluer les modes hiérarchiques, ou alors qu'ils existent toujours, mais qu'on apprend à travailler beaucoup plus de manière horizontale, en fait, tout simplement, c'est-à-dire... Oui, en fait, aujourd'hui, le mode de fonctionnement le plus répandu, c'est le mode collectif. Donc, dans le mode collectif, bien sûr, on a une notion de leadership, on a une notion de hiérarchie, mais elle est très plate, parce que chacun a son rôle. Ça, je pense que c'est aussi l'une des visions pour l'avenir, c'est qu'on va de plus en plus écraser les hiérarchies dans les entreprises. Il y aura toujours besoin d'un manager, mais il faut voir, aujourd'hui, les managers, on leur demande de tout faire. C'est très compliqué d'être manager, et donc on accumule des charges, des tâches auprès d'une personne, d'une population qui a du mal à absorber l'intégralité de ce qu'elle doit faire. Donc je pense que de plus en plus, on va s'orienter vers un modèle où le management hiérarchique va s'effacer au profit plutôt du leadership. On parle du servant leadership. C'est plutôt ce modèle-là où chaque personne a une place définie dans l'organisation. Ça permet déjà d'avoir plus de reconnaissance, d'être reconnu pour son travail, pour ses compétences, pour ses qualités. Ça permet aussi à chacun d'apprendre de l'autre. 2 personnes ne vont pas faire la même chose, mais elles vont apprendre l'une de l'autre. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'atteinte d'un objectif. Tout le monde tire dans le même sens. Quand vous parlez de leadership, vous parlez de quoi? Parce que moi, c'est mon cœur de sujet, donc je suis intéressée par savoir ce que vous mettez derrière. Moi, la notion que j'ai du leadership aujourd'hui, c'est vraiment une personne qui va inspirer son entourage. Donc l'inspirer au sens, je ne suis pas un leader en sachant tout sur tout. C'est pas l'objectif d'un leader. C'est pas l'objectif d'un manager non plus. Et je pense que ça, c'est une notion très importante. Moi, je peux prendre mon exemple. Quand j'ai commencé dans le domaine des RH, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Je ne connaissais rien au monde des RH. Et j'ai dit aux équipes avec qui j'allais être amenée à travailler, mes futurs collègues, mes futurs collaborateurs, que je n'étais pas l'experte RH. En revanche, j'ai besoin d'être entourée de gens dont c'est l'expertise et qui vont proposer des idées, et je vais valoriser leurs idées. Donc je vais essayer de donner une vision, un cap, qui peut être différente d'un leader à un autre, peu importe, mais c'est donner ce cap, et ensuite, ce qui est très important, c'est que chaque collaborateur va contribuer, va donner des idées et va être valorisé sur ces idées. Donc c'est aussi laisser la place à vos collaborateurs. Complètement. C'est d'abord laisser la place aux collaborateurs. Et c'est vraiment être là pour les faire grandir et pas pour autre chose, en fait. C'est être là pour les faire grandir. C'est de façon très concrète. Quand quelqu'un fournit un travail, dire que c'est cette personne qui a fourni ce travail. Parce que, on le sait, dans des grandes instances, on présente des sujets très stratégiques et des résultats extraordinaires. Il faut parler des gens qui ont travaillé pour atteindre cet objectif. Ça les valorise, et je trouve que ça valorise le manager aussi. Et ça, les managers en ont pas forcément conscience. Ça les valorise de dire, dans mon équipe, j'ai su m'entourer de personnes qui ont fourni ce travail de qualité. Et j'ai su permettre ça aussi, parce qu'on a aussi un rôle pour le permettre. Oui, le rôle du manager, et c'est là qu'il est important, et pas forcément facile, parce qu'il ne faut pas confondre le rôle de faire et de faire, entre guillemets. Donc beaucoup de managers, et c'est vrai dans le monde de l'ingénierie, dans ma précédente entreprise, des ingénieurs très bons sont promus managers. Un très bon ingénieur ne devient pas un très bon manager. Non. Donc permettre d'atteindre des objectifs, permettre à chacun de s'exprimer, d'être valorisé, et construire une équipe forte. Donc une équipe forte, c'est comme dans le sport, c'est comme dans le foot, c'est comme dans le rugby, c'est construire une équipe où chacun va pouvoir contribuer et va se sentir valorisé. Et c'est des gens qui ont des profils différents. Moi, ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement. J'ai toujours voulu, dès lors que j'ai eu des équipes à piloter, à manager, avoir des profils très différents. Des gens qui viennent de la finance, des gens qui viennent du terrain, des gens qui viennent de la technique, des gens qui viennent des RH. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire la différence, en fait. Oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est courageux parfois de... Mais apprendre à savoir s'entourer, à constituer son équipe, c'est important aussi quand on a la main. Puis après, sinon, à tirer le meilleur aussi de chacun par rapport à l'équipe que vous avez.
quelles sont les autres tendances que vous voyez si on se projette à 5 ans, donc on a parlé de compétences, on a parlé d'internationalisation, on a parlé de décentralisation, d'horizontalisation, et si on revient aussi à l'intelligence artificielle et aux compétences, notamment en ingénierie, parce que finalement, c'est un métier quand même très technique, est-ce que ce métier est menacé? Comment est-ce que ça va évoluer? Comment vous voyez-vous l'arrivée notamment de l'intelligence artificielle générative sur tout ça? Quel impact? Alors c'est une bonne question et j'allais justement y venir, j'allais dire je suis obligée de parler de l'intelligence artificielle dans la vision du métier d'ingénieur. Bien évidemment, oui. Pour moi, le métier d'ingénieur dans les 5 prochaines années, il restera un métier d'ingénieur. Seulement, la différence c'est que ça deviendra ce que j'appelle moi un ingénieur augmenté, augmenté par l'intelligence artificielle. Donc on ne remplace pas l'ingénieur. Ça, je pense que c'est une illusion, peut-être un prétexte, une peur certaine. Parce que c'est vrai que toutes les transformations ont provoqué des chamboulements énormes. L'intelligence artificielle, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise, quotidiennement ou pas. Donc on peut se poser des questions, mais pour moi, ça ne va pas, remplacer un ingénieur, mais ça va l'augmenter. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ces ingénieurs, ceux qui arrivent sur le métier, ceux qui arrivent dans le monde du travail ou ceux qui sont déjà dans le monde du travail? Ça veut dire qu'ils vont devoir, justement, s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Il y a des métiers qui vont tendre à disparaître, mais je vais dire, c'est comme... ça existe déjà. Les métiers qui disparaissent, on en a chaque année. Toutes les entreprises d'ingénierie, d'industrie font cet exercice-là, de voir un petit peu les tendances de métiers qui déclinent, de métiers qui émergent. Donc c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire, qu'on continuera à faire. Et si je vous donne un exemple qui parlera peut-être à vos auditeurs, on a certains... ingénieurs qui ont des profils de concepteurs. Un concepteur, c'est quelqu'un qui va concevoir sur papier, donc en 2D, en 2 dimensions, des plans pour le ferroviaire, des plans pour un nouveau concept de véhicule, un nouvel avion. Ce métier, les 10 dernières années, il a décliné en France. Et pourquoi on fabrique toujours on construit toujours des avions, on fabrique toujours des trains. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce métier, il s'est déporté dans d'autres régions du monde. Donc ce circuit, il existe déjà, de métiers qui disparaissent et d'autres qui émergent. Simplement, l'intelligence artificielle, ça va changer la nature des métiers qui vont disparaître et de ceux qui vont émerger. Il ne faut surtout pas, et c'est ce que je dis souvent aux ingénieurs, aux techniciens, il ne faut surtout pas avoir peur de l'intelligence artificielle, parce que c'est une chance pour eux. C'est une chance d'aller plus vite, c'est une chance d'être plus efficace, et c'est une chance d'avoir un travail à plus haute valeur ajoutée. Et il y a beaucoup de choses qu'un ingénieur ou qu'un technicien fait qui n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Et c'est ça qui va changer dans l'application de l'IA à l'ingénieur. Mais c'est vrai qu'on voit, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, que l'enjeu de développement de ces compétences, il est clé. Puisque l'intelligence artificielle nous augmente à condition que nous-mêmes soyons pointus. On le voit bien aujourd'hui quand on va prompter, comme on appelle. Si on n'est pas pointu dans le prompt, on a quelque chose de moyen, en fait. Donc... voilà, ce n'est qu'une augmentation de notre intelligence, mais si notre intelligence n'est pas là au départ. Et d'où ma question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour accompagner les collaborateurs sur tout ça? Oui, alors c'est effectivement une bonne remarque, s'il n'y a pas d'intelligence au début, il n'y aura pas d'intelligence à la fin. Non, voilà, elle ne remplace pas l'intelligence artificielle. Elle ne remplace pas, et c'est vrai, je pense que tout le monde l'a testé, si la question est mal posée, la réponse est insatisfaisante. Mais comme dans la vie, en fait. Et comme dans la vie, donc il y a des biais, et il faut les connaître pour pouvoir utiliser cet outil, comme on a utilisé les autres outils auparavant, comme on a utilisé Internet, les moteurs de recherche, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on se retrouve avec cette nouvelle façon de travailler qui va vraiment bouleverser les habitudes pour moi, et on a effectivement 5 ans devant nous, pas plus. Pas forcément moins, je pense qu'il ne faut pas se précipiter sur l'intelligence artificielle en voulant absolument faire très très vite, parce qu'il y a des choses aussi qui évoluent dans les systèmes d'intelligence artificielle, les modèles évoluent et se perfectionnent. Donc on a 5 ans devant nous pour former les collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise et qui sont confrontés à l'utilisation de l'IA, pour acculturer les jeunes générations. Et moi je pense que ça démarre très tôt, hein. Ça démarre vraiment à l'école, où on commence à apprendre comme on le faisait il y a quelques années avec le code, et ben là on apprend à discuter avec la machine, lui poser les bonnes questions, avoir un esprit critique, parce que cette jeune génération qui va arriver sur le marché du travail et qui peut-être dans quelques années n'aura pas connu le monde avant ChatGPT, avant Mistral, n'aura pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir se poser des bonnes questions.
Quand on n'a jamais travaillé sans un outil, on ne connaît rien d'autre. Donc il faut acculturer cette jeune génération, il faut former la génération actuelle, il faut tester des choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place. On met un certain nombre de POC. Il faut tester l'outil, il faut tester la machine, il faut se tromper, il faut itérer, il faut se poser des questions. Et surtout, ça c'est vrai pour la population ingénieur-technicien, mais c'est vrai aussi pour les managers, les RH, l'encadrement. Il faut qu'eux-mêmes, ils soient conscients et qu'ils soient un petit peu garants de la bonne utilisation de cet outil. D'accord. Et comment est-ce que vous aidez vos collaborateurs, on en a parlé tout à l'heure, à identifier leurs compétences au quotidien? Vous avez parlé d'un outil que vous avez mis en place, etc. Mais comment ça se traduit concrètement? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui? Parce que si on parle d'expérience collaborateur, il y a plein de sujets qui tournent. Mais vous êtes très focalisé sur finalement ce sujet d'employabilité, parce que finalement le sujet, est-ce que c'est de travailler 4 jours ou est-ce que c'est d'avoir un travail dans 5 ans, quoi. Donc le focus intéressant que vous faites, pour moi, je ressens la question de l'employabilité. C'est-à-dire qu'en fait, si on va être capable d'aller chercher des compétences pointues partout, si j'ai pas de compétences pointues, qu'est-ce que je deviens demain? Oui. Et c'est pas évident, parce qu'on n'a pas tous des compétences pointues. Mmh. Et on n'est pas tous voués à avoir des compétences pointues. Donc comment est-ce que vous accompagnez ça très concrètement? Comment est-ce que vous aidez les collaborateurs à révéler? Parce qu'en fait, je dis qu'on n'a pas tous... c'est faux. Je pense qu'on a tous des compétences pointues, mais on n'en a pas tous conscience. Alors, ça commence effectivement par la conversation avec son manager. Il y a de façon très classique au sein de Ségula Technologies 2 entretiens. Alors, il n'y en a pas un annuel, il y en a 2 chez nous. Il y a 2 entretiens par an pour que le collaborateur échange avec son manager. À cette occasion, de façon très concrète, on va poser des questions sur les souhaits évidemment de formation, les souhaits de mobilité qui sont un pas vers la compétence. Est-ce que je souhaite changer de secteur d'activité parce que je veux développer une compétence différente? J'ai travaillé dans le domaine des véhicules thermiques et je veux me développer dans le domaine des véhicules électriques ou aller travailler dans le naval. Donc ça, c'est un premier échange qui, je dirais, se fait de façon plus... alors, informel, même si c'est dans un cadre d'entretien annuel, mais surtout sur du ressenti. J'ai l'impression que tel métier va se développer, donc j'ai envie de me développer là-dessus. Ce qu'on a ajouté et qui fait la différence, c'est ce fameux outil qu'on a ajouté en interne qui s'appelle My Skills, donc mes compétences. On l'a nommé comme ça parce que justement, c'est cet outil qui permet de développer les compétences. Et là, de façon très concrète, le collaborateur, quand il entre dans l'entreprise, son premier jour, il se connecte sur cette plateforme qui est donc paramétrée pour lui. Il télécharge son CV, son profil LinkedIn s'il en a un. Et l'intelligence artificielle va faire ce travail d'analyse de compétences sur une cartographie référentielle interne à Ségula avec 3000 compétences techniques et soft skills et aussi les langues. Donc il y a déjà un travail qui est fait par la machine pour aider le collaborateur à se projeter en disant à partir de ton CV, de tes expériences, voilà ce que moi j'ai compris que tu avais en termes de compétences. Le salarié, à partir de là, il s'auto-évalue. Alors il dit oui, je l'ai ou non, je ne l'ai pas. Mais ensuite, il s'auto-évalue sur une échelle de 1 à 5. Je suis novice, je suis expert. C'est un travail pour l'entreprise, mais c'est un travail pour lui aussi. Ça lui permet de réfléchir à là où il se positionne et de s'interroger sur les compétences qu'il a aujourd'hui. Ensuite, on lui demande de se projeter dans le référentiel. Il a accès à tout le référentiel et de nous dire là où, les compétences qu'il souhaite développer. Secteur d'activité, langue, compétences techniques, là il a le choix et c'est illimité. Hein. Il peut nous dire j'ai envie de développer 150 compétences parce que je suis très curieux et voilà, j'ai envie de tout faire. Mais pareil, l'outil va l'aider parce qu'il va cadrer et orienter sa pensée. Et ensuite, à partir de ces éléments-là, donc là on est vraiment dans l'usage de la data appliquée à la RH, appliquée au bien-être aussi des collaborateurs, à l'employabilité, à la projection dans le futur. À partir de là, on peut décliner soit des postes à venir qui pourraient convenir à ce collaborateur, ou alors tout simplement des idées de formation. Des idées de formation pour se former à la décarbonation, on a beaucoup de demandes là-dessus, pour se former à la RSE, pour se former à la gestion de projets agiles. Là, on décline un certain nombre de compétences que la personne va pouvoir développer à l'aide de formations qu'on va lui fournir pour garantir, et c'est vrai que c'est le point focal, pour garantir son employabilité dans les prochaines années. Alors j'ai une question parce que
l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle vient estimer on va parler soft skills, mon empathie, mon sens du collectif, mon altérité, mon authenticité, comment elle va l'imaginer, comment elle va l'évaluer, ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout demander à l'intelligence artificielle. Non, parce que c'est complètement... En plus, ça peut être contextuel, c'est-à-dire que je peux l'être dans certains contextes et je ne peux pas l'être dans l'autre. C'est pas parce que j'ai fait tel job que je le suis, en fait, fondamentalement. Exactement. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout demander à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle apprend en fonction de ce qu'on lui donne et on l'alimente. Donc c'est un bon point. Pour moi, et c'est aussi ce qu'on dit aux collaborateurs aujourd'hui, dans notre référentiel, on a besoin, parce qu'un ingénieur aujourd'hui, il a besoin d'avoir des compétences, un socle technique, bien sûr, mais aussi un savoir-être irréprochable, parce qu'il va être l'image de Ségula auprès d'un client, et puis tout simplement parce qu'il y a justement ce besoin d'avoir un certain nombre de piliers soft skills, le travail en équipe, la collaboration, la curiosité, le partage, la confiance, et que ça ne se mesure pas à la lecture d'un CV. Non. Donc il faut être clair là-dessus. La partie d'intelligence artificielle, elle va aider encore une fois le collaborateur à se projeter. En aucun cas, elle remplace l'analyse que lui doit faire de l'intégralité de ses compétences et de la façon dont lui se projette. Et une fois qu'il s'est projeté, il y a l'étape de la conversation avec le manager. Oui, parce que j'allais dire, le manager a aussi un rôle pour... Et au quotidien, c'est quand même l'intérêt des feedbacks. L'intérêt des feedbacks, c'est quand même de vous permettre de détecter des compétences que vous n'avez pas forcément perçues. Exactement. Et si le manager est attentif à faire des feedbacks, il va être attentif à vous regarder, à vous observer, à essayer de détecter des compétences dont vous n'avez pas forcément, ou des qualités d'ailleurs, dont vous n'avez pas forcément conscience. Oui. Donc je pense qu'il y a quand même... là encore, on voit que l'intelligence artificielle est une base, mais qu'en fait... il y a des choses qui viennent beaucoup de notre propre analyse et aussi des feedbacks qu'on peut avoir, des retours qu'on peut avoir, de l'observation de nos managers et de nos pairs d'ailleurs. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je dis, dans 5 ans, si on se projette, le métier d'un ingénieur, le métier d'un manager, il doit être justement focalisé sur son métier, ce qu'il sait faire, là où il y a de la valeur ajoutée. Donc quand on est manager, faire grandir ses collaborateurs, leur laisser de la place, les aider à construire un projet, à réussir. Quand on est un ingénieur, atteindre des objectifs, de la même manière réussir, collaborer, et donc se détacher ou être aidé par l'intelligence artificielle pour traiter un certain nombre de sujets qui sont à moindre valeur ajoutée. Est-ce que ça veut dire, si je tire le fil vraiment, qu'on pourrait imaginer, peut-être que c'est déjà le cas, qu'on dise « ça j'arrête de le faire parce qu'en fait je n'ai pas de valeur ajoutée ». C'est-à-dire que, après on sait tous qu'il y a des tâches sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée qu'on est obligé de faire. Je veux dire... Je pense que je n'ai aucune valeur ajoutée quand je fais ma comptabilité. Mais voilà, jusqu'où on peut aller pour dire, finalement, comme on est une équipe, parce que c'est quelque chose, en même temps j'ai un comptable. Donc comme on est une équipe, jusqu'où on peut aller pour se dire, demain j'aurai une telle connaissance de mes compétences qu'on va créer des équipes et des emplois pour que les gens ne soient que sur leur talent en fait. Oui. Et leur talent qu'ils développent. Et de dire finalement, on va s'assurer que dans une équipe, il y a une composition pour que il y ait quelqu'un qui soit spécialiste de tel sujet et un autre de tel autre. Et qu'on n'attende pas quelqu'un sur tous les sujets. Et finalement, si on repart du manager et du leader, moi, quand je travaille le leadership, j'explique que ce qui est clé, c'est d'être au clair sur le leader qu'on veut être, sur nos points d'appui justement, nos forces, nos compétences, nos qualités, mais aussi nos vulnérabilités. Et de savoir s'entourer sur ses vulnérabilités. Oui. Et je vois des managers qui travaillent beaucoup entre pairs, en disant finalement, moi je suis peut-être pas au rendez-vous là-dessus avec mes équipes, mais c'est pas grave parce que j'ai quelqu'un qui est au rendez-vous là-dessus. Et en fait, voilà, jusqu'où vous voyez nous pouvoir avancer là-dessus, parce que, voilà, est-ce que vous imaginez dans 3-5 ans, ça sera le cas ? Alors, je l'imagine, oui, ça c'est sûr. À un horizon de temps plutôt 10-15 ans, voilà, pour être honnête. Mais bien sûr, pour moi, c'est le but ultime, enfin c'est l'un des buts ultimes de l'intelligence artificielle appliquée à la RH, donc dans un contexte d'entreprise pour faire travailler des collaborateurs. Voilà, mais aussi de la collaboration. Exactement. Et en fait, c'est hyper intéressant, parce que finalement, quand on parle d'avoir envie de travailler, quand on parle d'expérience collaborateur, si on est que sur des sujets sur lesquels on exprime un talent, en tout cas au moins 80% du temps pour être dans le 80-20, il n'y a quand même rien de plus motivant, je pense. Exactement. Et en fait, ça fonctionne déjà un petit peu comme ça. C'est-à-dire que
quand on me pose la question, qu'est-ce qui fait la différence auprès des candidats ? Pourquoi est-ce qu'ils viennent chez vous plutôt qu'ailleurs ? Est-ce que vous avez dû revaloriser vos offres, vos salaires ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous mettez en place la semaine de 4 jours, etc. En fait, je dis ce que cherchent les collaborateurs, ce que cherchent les candidats, et c'est vrai, c'est de l'impact. Qu'est-ce que je vais faire si je viens chez vous ? Quels sont les sujets sur lesquels je vais travailler ? Quelle expertise je vais développer ? Quelles compétences je vais apprendre ? Et quel impact je vais avoir sur mon quotidien, l'environnement, sur la société avec un grand S ? Donc, quand quelqu'un vient chez nous, candidate à un poste pour travailler en tant qu'ingénieur signalisation dans le ferroviaire, mais je lui dis, en fait, le travail que vous allez réaliser, il permet à une mère de famille, à un père de famille, de réduire son temps de trajet le matin de 45 minutes à 20 minutes. Parce que vous allez optimiser la signalisation des trains et donc ça va aider son quotidien. C'est ça l'impact. Et je prends un exemple qui, je pense, parlera à tout le monde. Il y a quelques années, on allait voir son médecin de famille. Le médecin de famille faisait tout. Il faisait l'accueil, il répondait aux standards. Ensuite, il vous recevait, il remplissait des documents administratifs, il fait la consultation. À la fin, il vous fait régler, etc. Puis vous vous en allez. Donc, vous faites tout le circuit avec une seule et même personne. Et dans l'acte global, il y a peut-être que 20% de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, ça a changé. Vous allez dans un cabinet médical, vous allez avoir une standardiste qui fait le travail d'accueil, vous allez avoir des personnes qui vont vous recevoir pour faire des vérifications, et ensuite, vous allez voir un médecin. Le médecin, il ne vous voit que pour l'acte sur lequel, effectivement, il a été formé, il a réalisé des études, et là où il a le plus de valeur ajoutée. Donc, c'est possible sans intelligence artificielle, ça demande une organisation très fine, mais demain, c'est ce que je vois dans l'organisation des entreprises qui auront à gérer des talents techniques, ingénieurs. Je vous rejoins sur l'impact, mais je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup d'endroits où il y a cette maturité, malheureusement. Alors, sont beaucoup plus, en fait, paradoxalement, dans les petites entreprises qui sont assez vite pragmatiques et agiles sur les problématiques, justement, de recrutement, obligatoirement. Mais je ne peux qu'adhérer, puisque pour moi, la question du leader, je vous disais, c'était vraiment quel impact je veux avoir. Et c'est ça qui drive mon leadership, en fait. Ouais. Et j'étais, juste avant qu'on se parle avec des étudiants sur le sujet de l'audace et du leadership, et de toute façon, c'était net, parce que ceux qui ont témoigné et qui étaient particulièrement engagés dans leur futur, etc., on sentait qu'ils étaient très au clair sur l'impact. Et quelque chose que vous avez dit, c'est que c'est pas forcément l'impact environnemental, c'est l'impact qu'ils veulent avoir dans la société. C'est une école qui fait des études d'art et de musique. Il y en a une, c'était de promouvoir la musique des Caraïbes. Donc je veux dire, c'est pas... Mais comme ça peut paraître... Mais elle avait un plan, mais hyper clair, parce que elle savait pourquoi, et elle savait quel impact elle voulait avoir, et sur la population de ces musiciens, et sur le... Voilà. Et en fait, à chaque fois que je rencontre, et j'ai rencontré énormément de monde, la différence, elle est limpide, en fait. Oui. Et quand j'analyse le leadership de personnes que j'interviewe, quand j'analyse, à chaque fois, c'est une évidence. Donc effectivement, ça me paraît être le sujet cœur. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, quand on est au clair sur l'impact qu'on veut avoir, on est au clair sur les compétences qu'il faut qu'on développe. Oui. Et on est au clair sur les compétences qu'il faut qu'on cherche en soi. Parce que, logiquement, quand on a envie d'avoir un impact, c'est qu'on commence déjà à l'avoir un peu, et c'est qu'on a déjà un peu les compétences. Oui. Mais qu'on ne les a pas forcément labellisées. Donc c'est hyper intéressant. Et sur un public d'ingénieurs, ça fonctionne aussi parce que c'est un peu créatif comme démarche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, ça fonctionne très bien. C'est vrai, on a l'idée de l'ingénieur qui... Non, mais voilà. Qui est très mécanique, c'est le cliché. Devant un ordinateur, voilà le bon cliché de l'ingénieur. Le profil bleu, comme on appelle ça, voilà. Voilà, process, profil bleu, le bon ingénieur qui est devant un ordinateur et qui ne regarde pas ce qui se passe autour. Alors ça a changé, et justement avec l'internationalisation, avec l'ouverture comme ça des projets, on est obligé de travailler en équipe et ça change. Mais ce que je constate, c'est que bien que la société, la crise Covid a fait en sorte que les choses évoluent positivement dans ce sens-là pour ouvrir les ingénieurs, en fait aujourd'hui ils sont eux-mêmes en demande de cette ouverture. Donc oui, ça a changé, et c'est le driver numéro 1 chez beaucoup d'ingénieurs et techniciens qui nous sollicitent. Quel impact je vais avoir ? Il y a ce sujet-là, et je vous rejoins, c'est vraiment du coup, je me projette sur... ce que je vais pouvoir apporter à la société. Et il y a aussi un autre sujet qui est plus proche d'eux, mais qui rejoint ce sujet d'impact,
c'est quelles compétences je vais pouvoir développer. Oui, parce que c'est ça qui me motive, c'est oui, d'apprendre. C'est ça qui me motive et c'est une étape vers justement l'ambition, vers l'impact. Et pour Exactement. ça, comme vous le disiez, je dois être au clair sur les compétences que j'ai, sur ce qui me manque. Je pense que les ingénieurs aujourd'hui, ils n'ont plus peur de dire aussi, il me manque telle et telle compétence. Est-ce que je peux la trouver chez vous ? C'est ça qu'ils nous demandent. Et nous, on leur dit, mais bien sûr, parce que différents secteurs d'activité, différents métiers. Et hommes et femmes ? Hommes et femmes. Hommes et femmes tiennent ce discours parce que souvent on dit que c'est plus facile, que les femmes ont tendance à pas prendre le job pour lequel elles ne sont pas déjà formées. Alors moi, ce que je constate, c'est que les deux sont drivés par l'impact. Ouais. J'ai pas forcément l'impression qu'ils aient la même définition de l'impact. D'accord. C'est-à-dire la population masculine, les jeunes hommes, jeunes diplômés ou même un petit peu plus professionnels, eux, ils ont une vision très concrète de l'impact sur l'objet industriel que je vais fabriquer. La jeune femme, la femme professionnelle qui se pose cette question-là, elle a un regard plus global sur l'impact de la société au global. D'accord. Elle a un impact plus inclusif peut-être sur justement des sujets de RSE. J'ai discuté avec une jeune femme qu'on a recrutée dans le cadre d'un graduate programme qu'on a lancé l'année dernière. L'entretien, il a duré 2h30 et sur les 2h30, on a, je pense, passé une bonne heure et demie à parler de l'impact sociétal, donc l'écologie, la mixité, le handicap. Et c'était ça pour elle, le sujet qui allait faire la différence entre une entreprise et une autre. Elle a compris tout ce qu'on savait faire en termes de technicité, d'expertise. C'est bien sûr, c'est pour ça qu'elle est venue nous voir. Mais la différence, elle ne la fait pas là-dessus. Elle l'a fait sur la question de l'impact. Et bien, c'est passionnant. Ça donne envie de venir vous voir. Ah bah merci. En tout cas, on est toujours justement disponible pour rencontrer les collaborateurs, les candidats. Moi, je dis souvent aussi, on manque de femmes justement dans les métiers techniques, dans les métiers d'ingénieur. Ça commence très 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 jeune. C'est quoi le premier frein selon vous ? Alors, le premier frein, c'est le manque d'information et c'est l'entourage. Donc, je veux faire de ce frein justement une ouverture. Ce que je dis souvent, et je pense que je vais le dire de plus en plus parce que c'est un sujet qu'on n'adresse pas assez, c'est les proches, les parents, la famille, les amis, dans un contexte où les filles, elles ont 3, 4, 5 ans. Je souhaite que les parents et que les proches, la famille, encouragent les filles à s'orienter, s'ouvrir à ces métiers-là. Pour moi, c'est le premier frein. Donc ça commence très jeune. Il y a le manque d'information parce qu'on vit dans un environnement et qu'on est alimenté par cet environnement. Ensuite, il y a des freins financiers qui peuvent aussi intervenir. Des études supérieures, techniques ou ingénieurs, ça peut coûter de l'argent, mais il faut se dire aussi qu'il y a des solutions pour ça. Et il y a des freins psychologiques, évidemment. Il y a énormément de freins psychologiques, les mathématiques c'est compliqué, les sciences, la physique-chimie, il faut que je devienne astrophysicien ou rien. Mais c'est pas ça en fait, savoir maîtriser ou travailler dans l'industrie. C'est avoir une appétence, réaliser des études qui peuvent être des études professionnalisantes sans faire un cursus classique, c'est-à-dire bac, classe préparatoire et ingénieur. Il y a énormément de passerelles. Et donc moi, je suis persuadée, et c'est un message justement qu'il faut continuer à passer, c'est que les métiers de l'industrie, c'est fait pour tout le monde. Mais il y a une question de rôle modèle aussi, parce que le rôle modèle, c'est ce qui vous montre que c'est possible. Qui vous montre les opportunités aussi, parce que moi, je suis maman d'adolescente, j'ai ma deuxième qui est complètement matheuse et scientifique, et sa remarque, c'est « Maman, j'ai rien à faire en ingénieur parce que je sais pas ce que je ferai. Et voilà, elle est en première, donc il va falloir qu'on regarde ça de plus près, mais pour l'instant, on regarde des choses un peu génériques parce que je la sens frileuse. Néanmoins, il y a des jours où elle voudrait faire prof de maths tellement elle aime les maths, donc c'est pas une question de manque d'appétence. Mais il y a cette question, et moi-même, j'avoue que parfois, je suis démunie pour l'éclairer comme je connais mal ces métiers. Oui. Et je pense que la question des rôles modèles est importante, parce que je ne sais pas non plus vers qui la tourner. Et elle a eu des présentations, parce qu'il y a beaucoup de choses de faites à l'école, au lycée, elle a été conviée, vu son côté scientifique, à des présentations de femmes qui présentaient les métiers d'ingénieur, et elle m'a dit « j'ai pas compris ». Et voilà, et parce que je pense qu'en fait, ils sont encore jeunes, donc c'est encore très très loin d'eux, donc c'est compliqué. Donc je pense que la difficulté aussi, c'est qu'on demande aux enfants de s'orienter très jeunes, qu'ils n'ont pas la projection de ce que c'est, que s'ils n'ont pas l'entourage, pour le coup, ni mon mari ni moi ne sommes ingénieurs, de ce que ça peut présenter, d'où le fait de lui dire, écoute, on va temporiser avec quelque chose de plus générique pendant 2 ans, et puis après, quand tu vas commencer à être plus grande, on va pouvoir se dire, tiens, peut-être qu'il faut continuer les foyers là.
Mais c'est vrai que je vous rejoins que voilà, donc c'est pour ça que pour moi les rôles modèles c'est important. Oui, c'est vrai. Donc les rôles modèles c'est très important. On a besoin de se projeter et je suis d'accord. Parfois on a des rôles modèles où on se dit mais on comprend toujours pas ce que fait la personne, donc on a du mal à se projeter. Donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises, qu'il faut que les ingénieurs on fasse cet effort de vulgariser le métier et de le rendre simple à comprendre. Parce qu'en réalité, il peut paraître aussi inaccessible. Plus on le rend compliqué dans l'explication et plus on se dit « oh là là, j'y arriverai pas ». Et puis je pense qu'il y a la question de l'impact aussi parce que les métiers sont souvent présentés sur l'angle technique et pas sur l'angle de l'utilité. Exactement. Et en fait, à un moment donné, un jeune aujourd'hui, en fait, il se demande à quoi ça sert. On parle des nouvelles générations, mais je pense que ça a toujours été. Enfin, je veux dire, on se demande toujours à quoi ça sert. Tant qu'on n'a pas compris à quoi ça sert, c'est quand même compliqué de se projeter. En fait. Donc, je pense qu'on revient à la notion d'impact, qui, à mon avis, est fondamentale. Exactement. Moi, je me souviens de cours de mathématiques, et j'adorais les mathématiques, et j'adore toujours les mathématiques, où on se disait entre nous, on ne comprend pas à quoi ça sert. Tout le monde s'est dit ça, on ne comprend pas à quoi le théorème de Pythagore sert. Bon, et donc c'est ça qu'il faut démystifier, effectivement, avec des rôles modèles. Dans le secteur, dans la filière ingénierie, il y a Syntec Ingénierie qui fait énormément de choses. Oui, il y a beaucoup de choses de faites. Mais voilà, par rapport à ce que vous dites, je regarderai différemment prochainement pour me dire, est-ce qu'on parle d'utilité Est-ce qu'on parle d'utilité avant de parler de compétences? Oui. Et il faut qu'elle vienne nous voir, votre fille. Et je vais vous l'envoyer avec plaisir. Merci beaucoup, Sonia. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.